Je précise pour la gouverne de ceux qui sont là, faites attention à vos commentaires parce que nous sommes déjà en live sur le compte officiel du porte-parole au niveau de Facebook. Je vais passer la parole sans plus attendre. Je vais mettre bien. Ok, cette fois le collectif est là. Ok, on peut partir. Ok. Donc je vais passer la parole, mesdames et messieurs des médias, au collectif, quitte à ce que ça commence par un compte rendu de l'audience telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui. Et peut-être sur cette base-là, on pourra commencer avec les questions. Monsieur le coordonnateur. Voilà, mesdames, messieurs, les journalistes, bonsoir. Je dis également bonsoir au collectif. Alors, nous venons de sortir de l'audience de l'affaire Maurice Kamto et 90 autres personnes détenues depuis 8 mois pratiquement dans les prisons centrales et principales de Yaoundé. Il passait pour la première fois ce matin devant le tribunal militaire pour être jugé, lequel tribunal militaire nous avons recusé la compétence. Et on revient là-dessus. L'audience a été renvoyée au 8 octobre 2019 en raison principalement d'un incident qui s'est déroulé dans l'audience, en l'occurrence le malaise qu'un de nos clients, M. Christian Penda Ikoka, a eu dans la salle. Donc on a dû le faire sortir de la salle, ensuite l'amener dans la salle d'attente de M. le commissaire du gouvernement, qui a bien voulu mettre sa salle d'attente à notre disposition, où il a été consulté, heureux hasard, par nos clients médecins également en prison. Donc, à l'issue de leur assistance auprès de M. Penda Ikoka, on a donc dû l'évacuer dans un centre de santé de la place Yaoundé. Donc, au terme de cette conférence, nous allons essayer de nous enquérir pour savoir quel est son état de santé. Mais il faut dire que cet état de santé nous a semblé sérieux. Sérieux parce que, selon ce que les premières constatations, la tension de M. Penda Ikoka n'était plus stable. Chute de sang, tension, hausse de tension, au point où on a commencé à s'inquiéter sérieusement pour le pronostic vital. Alors la question qui peut se poser est celle de savoir quelle est la cause de ce malaise. J'allais dire qu'il y a des causes immédiates et des causes peut-être lointaines. Même n'étant pas médecin, je n'oserais pas m'aventurer sur le terrain du médecin. Mais ce que je sais, c'est que lorsque M. Penda Ikoka a été arrêté le 28 janvier 2019, déporté notamment à Yaoundé, menotté comme tous les autres, dans des conditions particulièrement difficiles, il a été ensuite enfermé au secrétariat d'État à la Défense. Et il était déjà malade. D'ailleurs, mon confrère Méli, qui est à ma droite, est celui qui l'a assisté pendant son interrogatoire au secrétariat d'État à la Défense. Il était déjà malade. Et les premiers jours d'ailleurs, il n'avait pas ses médicaments. Il avait même été difficile de les lui porter, quand bien même nous avons pu avoir accès à lui comme aux autres, plus de 72 heures après leur arrestation. Donc, par la suite, comme vous le savez, en février, 12 février 2019, il a été déposé à la prison principale de Yaoundé avec le professeur Kamto et 6 autres personnes, Jamen, Zongan, Michel Do qui est venu par la suite, M. Penda, Paul Eric Kinger, Abbé Divalsero et voilà, Alain Foguet. Depuis lors, vous savez, quand on est en prison, on n'est pas chez soi. Donc, quand on est en prison, même si on a un moral d'acier, il est évident que les conditions de détention vont certainement déteindre sur votre santé. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à M. Penda Ikoka? Je n'oserais pas m'aventurer, mais je pense qu'une explication peut être trouvée à ce niveau. Et maintenant, dans la salle,
du tribunal militaire, tout le monde a constaté l'exiguïté de cette salle, où on étouffait pratiquement, où une cinquantaine d'avocats étaient présents, où nos propres clients en 91 étaient présents, non compris les agents de l'administration pénitentiaire qui les accompagnaient, non compris les gendarmes, on a vu des gens armés qui les accompagnaient, et la foule également, qui était dans la salle. Donc, moralité, la salle qui est très peu aérée, très peu ventilée, a commencé certainement à chauffer. Peut-être que également cette atmosphère étouffante a pu jouer sur l'état de santé de M. Penda Ikoka. Mais toujours est-il que ce que je sais, c'est que M. Penda Ikoka, ce n'est pas un jeune. Il a, je crois, plus de 65 ans. M. Penda Ikoka est un malade. M. Penda Ikoka, je suis sûr, dans sa tête, se pose la question, comme tous les autres, comme le professeur Kamto, qu'est-ce qu'il peut bien faire en prison? Est-ce que sa place se retrouve en prison? Donc, tout cela, j'allais dire, mélangé, a pu jouer sur la santé de M. Penda Ikoka. Et je ne peux pas vous dire en l'état actuel quelle est la situation exacte. C'est ce qu'on l'a évacué. Et je ne saurais finir ce propos, malgré tout, sans saluer quand même l'humanisme de Madame la Présidente du tribunal militaire, parce que c'est sur son ordre. C'est sur son ordre qu'on a amené M. Penda Ikoka dans un centre de santé, parce que pendant 30 à 40 minutes, on n'arrivait pas à se décider, en tout cas ceux qui l'entouraient, à se décider pour savoir s'il faut l'amener ou pas. Et lorsque, ayant pris sur moi pour rencontrer Madame la Présidente du tribunal, spontanément, tout ce qu'elle a demandé, est-ce qu'il y a une escorte? Et elle a ordonné que M. Penda Ikoka soit transféré dans un centre de santé. C'est un geste humain qu'il convient de saluer. Ce geste humain a déjà commencé pendant l'audience, quand elle a accepté de suspendre l'audience pour 1 heure, le temps qu'on voit quelle est la situation de la santé de M. Penda. Et par la suite, elle a renvoyé le dossier, comme je vous l'ai dit tantôt, au 8 octobre 2019. Et j'allais dire, si même, quand bien même on ferait face à un procès où la peine de mort est suspendue sur votre tête comme une épée de Damoclès, il convient quand même de saluer ce geste d'humanisme. Mais cela dit pour la suite du procès, nous avons souhaité la défense que le tribunal, l'administration de la justice militaire, que nous le recusons bien entendu, que l'administration de cette justice militaire prenne les dispositions pour que le procès puisse se tenir dans des conditions un peu plus avenantes, un peu plus confortables pour tout le monde, parce que nous, les avocats également, nous étions debout, et si on doit passer toute la journée debout alors que l'autre partie d'en face est assise, je crois qu'il y a comme une sorte de déséquilibre. Maintenant, je n'ose pas parler de l'état de santé des autres prisonniers, parce que parmi eux, il y a des gens d'un certain âge. Le professeur Kamto également a plus de 60 ans. Donc c'est vous dire que on ne souhaiterait pas qu'en raison des conditions difficiles du procès, lesquelles conditions difficiles viennent s'ajouter au traitement inhumain, dégradant, cruel que certains ont subi pendant leur arrestation, leur détention et même leur mise sous mandat de dépôt. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à titre préliminaire dans le cadre de ce compte rendu d'audience, si on peut s'exprimer ainsi. Je sais que la question tout à l'heure va fuser, celle de savoir si nos clients, qui sont 91, doivent toujours se faire juger par le tribunal militaire. C'est une question de procédure. Nous avons engagé des actions pour contester la compétence du tribunal militaire en attaquant l'ordonnance de règlement du juge d'instruction. La Cour d'appel a estimé que notre requête était irrecevable, c'est-à-dire donc la Cour d'appel n'a pas répondu au fond sur la pertinence ou alors j'allais dire, oui, la pertinence de notre requête d'appel, puisqu'elle a pour que
le droit soit dit. Maintenant, quant au reste, s'agissant de la stratégie de la défense, permettez-moi de ne pas aller plus avant que ça. Et alors, si vous avez des questions, mes confrères et moi sommes à votre disposition pour y répondre. Mais avant les questions, je voudrais dire toute la satisfaction de nos clients que j'ai rencontrés hier, à l'endroit de mes confrères du collectif, et aux yeux du monde, leur dire que nos clients sont très contents du travail que le collectif abat depuis le 28 janvier 2019, inlassablement, infatigablement, où on décompte à ce jour près de 500 procédures que nous avons engagées, animées par le collectif, qui ne reçoit aucun franc, donc il le fait pro bono, tout simplement parce qu'ils sont animés par un idéal de justice. Et je m'en voudrais de terminer ce propos liminaire sans leur adresser toute mon admiration, exprimer toute mon admiration, et j'allais dire toute la satisfaction que j'ai qu'ils m'aient choisi comme coordonnateur de ce collectif, et pour tout le travail qu'ils ont abattu. Je sais que la route est encore longue, et j'espère qu'ils auront la même énergie, le même enthousiasme, la même abnégation pour poursuivre la défense des libertés. Merci, monsieur le coordonnateur de la défense. Nous allons procéder ainsi. Ceux qui ont des questions à poser demandent la parole en levant simplement la main. Une fois qu'ils sont désignés par moi, ils posent leurs questions en rappelant l'organe pour lequel ils sont là. Alors, les questions? Des interpellations parmi certains militants du MRC. Je ne sais pas si au niveau du collectif, vous en savez plus. Si vous pouvez confirmer notamment l'interpellation du secrétaire national à la communication, M. Lipote, entre autres. Si vous avez une idée du nombre qui sont dans cette situation et si vous avez pu vous enquérir de la situation actuelle. Maître Méli va vous répondre. Oui, merci. Nous sommes parfaitement au courant de l'arrestation de 2 personnes. 2 personnes qui seraient au commissariat central. Nous sortons de l'audience. Nous n'avons pas encore pu dépêcher pour aller savoir quels sont les motifs de leur arrestation. Et je pense parmi ces personnes, surtout se trouverait Sosthène Meda Lipote, qui est un journaliste. C'est encore hypothétique, mais on annonce encore l'arrestation d'une autre personne que j'ai saluée dans la cour du tribunal militaire, Ndachwa. Oui. Je ne sais pas si c'est déjà confirmé, mais nous avons tenu à répondre d'abord à ce devoir de restitution auprès des journalistes qui n'ont pas pu accéder à la salle malgré notre demande. Leur dire ce qui s'est passé pour que vous relayez auprès des citoyens, n'est-ce pas, la bonne information. En marge de cette question, permettez que je vous dise également que le collectif a souhaité, par une demande écrite, à ce que le tribunal puisse faciliter, n'est-ce pas, la publicité de ces débats, pour que vous, qui êtes des hommes de médias, que vous soyez le médiateur entre les débats qui vont se dérouler en salle d'audience, n'est-ce pas, auprès des citoyens, au nom de qui la justice est rendue. Donc, nous attendons peut-être la prochaine audience pour voir si ces dispositions sont déjà prêtes. Mais j'ai eu dit tout à l'heure que certains médias ont été autorisés à accéder dans l'enceinte du tribunal militaire. Je pense que ce serait déjà des dispositions ou des bonnes dispositions qui sont prises pour faciliter la publicité de ce procès. Merci, maître. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, maître, Approchez-vous, s'il vous plaît. quel était l'état d'esprit de vos clients ce matin devant la
Bien, avant peut-être que l'un des nôtres réponde, je dois dire que nos clients nous surprennent par un moral d'acier. Ceux qui ont assisté à l'audience ont pu se rendre compte de, j'allais dire, la sérénité qui animait nos clients et de la confiance qu'ils avaient en eux. Et cette confiance et cette sérénité rejaillit sur nous et nous renforce davantage pour pouvoir les défendre. Parce que même quand nous, on a quelques brins de découragement, compte tenu de la foultitude des décisions de rejet que nous avons essuyées jusqu'ici, 250 demandes habeas corpus, 250 rejets, 250 confirmations à la Cour d'appel, sans que jamais les juges de la Cour d'appel n'aient même vu la décision. Il y a des moments où on se demande si on est encore dans une situation où la justice est rendue. Donc leur enthousiasme, surtout leur confiance et leur sérénité, nous a beaucoup marqué. Et c'est depuis d'ailleurs, depuis qu'ils ont été privés de liberté, qu'ils manifestent cette sérénité. Parce que nos clients n'ont rien fait. Ou alors s'ils ont fait quelque chose, c'est d'avoir marché, pour certains, et marché pacifiquement. Donc nous-mêmes, 8 mois après, on se pose la question de savoir, est-ce que pour avoir marché au Cameroun, on doit se retrouver devant un tribunal militaire? C'est la question qu'on doit se poser. Et ils ont dépassé ça. Ils ont confiance, j'allais dire, au verdict qui sera rendu, parce qu'ils sont convaincus que la justice du peuple camerounais leur donnera raison. Je ne sais pas si un confrère voudrait ajouter quelque chose, je vais être comme lui. Non, je ne pense pas que j'ai quelque chose de particulier à ajouter à cette question. Je pense que l'engouement, le moral que nos clients ont montre tout simplement qu'ils n'ont pas honte de l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis. Un justiciable peut avoir honte devant un tribunal parce qu'il a volé. Un justiciable peut avoir honte devant un tribunal parce qu'il a tué. Les nôtres savent qu'ils ont marché. Les nôtres savent qu'ils revendiquent les libertés et que c'est une cause noble, ce qui justifie leur sérénité devant le tribunal. Juste une précision. Yannick Yamidi de la radio en Culture FM. Vous avez parlé tout à l'heure d'une foule qui était dans la salle d'audience. Est-ce qu'on peut savoir si dans cette foule, il y avait également des militants du MRC ou alors c'était toujours des hommes qui étaient en civil? Je crois qu'il y avait plus de militaires. Oui, la plupart. Ok, merci. Oui. Valère Bouguet de la télévision Vox Africa. Alors, j'ai deux questions pour le collectif. La première question, c'est à ce stade de la procédure, quels sont les vices de procédure que vous, du collectif, vous dénoncez jusqu'ici par rapport à vos clients? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, le professeur Maurice Kamto, qui est le leader des militants ou alors des personnes incarcérées, vous avez dit tout à l'heure que son moral est au beau fixe et qu'il fait confiance à la justice camerounaise. Mais est-ce que les procédures qu'il mène, que son conseil mène en ce moment sur le plan international, on pourra dire, ne risque pas de donner un sentiment de recolonisation de la justice camerounaise, notamment avec Maître Dupond-Moretti, Antoine Guy à Paris? Je vais commencer par la deuxième question pour marquer ma surprise de ceux qu'on considère qu'un avocat étranger puisse assister un citoyen camerounais et qu'on parle de recolonisation. Je dois dire que la profession d'avocat, c'est une profession universelle qui permet à un avocat camerounais de plaider à New York, de plaider à Singapour, de plaider en Russie, de plaider en Afghanistan, de plaider même au Tadjikistan, tout simplement parce qu'il est avocat. Donc le fait qu'un confrère français, Dupond-Moretti en l'occurrence,
soit dans l'équipe de défense du professeur Camteau, ne peut pas être considéré comme un cas de recolonisation. Parce que vous oubliez également qu'entre la France et le Cameroun, l'histoire est marquée par une convention de coopération judiciaire qui permet également que nous, avocats camerounais, puissions plaider en France. Au barreau de Paris notamment, nous avons plus de 300 Camerounais qui sont membres du barreau de Paris. Maintenant, si on considère l'ensemble des barreaux français, plus de 1000 Camerounais sont avocats en France. Alors, lorsqu'ils ont à défendre un Français, va-t-on dire qu'il s'agit là d'une recolonisation à rebours? Ou alors, voilà, donc ce n'est pas ça la question. Je dois également vous préciser que M. Christian Pendaïkoka bénéficie de l'assistance d'avocats français, Maître Brabant, Maître Bourdon, Maître Pejman et bien d'autres. Je dois également préciser que dans l'équipe du professeur Camteau, il y a des avocats canadiens. Je dois préciser que dans l'équipe du professeur Camteau, il y a un avocat brésilien. Je dois préciser qu'il y a des avocats gabonais. Je dois préciser qu'il y a des avocats béninois. Je dois préciser qu'il y a des avocats togolais. Si on n'en parle pas, ce n'est pas pour autant que lorsqu'ils viendront ou lorsqu'ils nous apportent leur concours, on dira que le Togo a colonisé le Cameroun. Donc je pense qu'il faut, de mon point de vue, se départir de ce type de débat. Parce que ce qu'un client recherche, c'est la compétence. Et il doit pouvoir trouver la compétence partout. 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 Et connaissant la statue du professeur Camteau, si le collectif que nous avons la chance d'encadrer au Cameroun ne freinait pas de 4 fers, je pense que même la salle du tribunal militaire n'aurait pas suffi pour contenir les avocats qui viennent pour le professeur Camteau et ses alliés, tout simplement parce que soit le professeur Camteau a été leur enseignant, soit le professeur Camteau les a encadrés à l'Académie de La Haye, soit le professeur Camteau a été dans plusieurs dossiers avec eux. C'est vous dire que le nombre qui vient là n'est qu'une infime partie. On ne peut donc pas parler, de mon point de vue, de la recolonisation. Maintenant, quant à savoir si nous autres, avocats camerounais, c'est aussi ça ce qui est derrière votre question, nous sentons un peu, j'allais dire, frustrés par la présence de nos confrères, mais non, nous sommes parfaitement organisés. Nous n'allons pas vous dire comment nous sommes organisés, mais nous sommes parfaitement organisés. Vous savez qu'il y a des procédures au Cameroun, il y a des procédures à l'étranger. Quand je vous parle de 500 dossiers, même s'il y a 200 avocats, ce n'est pas suffisant pour gérer 500 dossiers. C'est pour cela, une fois de plus, que je voudrais saluer l'abnégation de mes confrères du collectif au Cameroun. Parce qu'il y en a qui souvent quittent les tribunaux de nous à 2 h le matin. Vous savez que ceux qui ont été, après les émeutes de la prison de Konengi, nous avons, je crois, 22 juillet, nous avons environ 56 clients, parmi eux, 56 clients qui sont venus s'ajouter au travail que nous avions déjà. Et ces confrères, pour la plupart, font des audiences de 7h30 à 3h le matin, sans désemparer. Donc, nous ne nous sentons pas du tout gênés par quoi que ce soit. Nous avons besoin d'ailleurs, si un renfort arrivait, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons. Donc, on ne considère pas ça comme étant la frustration. L'avocat est avocat au Cameroun, au même titre que l'avocat qui est avocat à Paris, à New York, en France, etc. Ne pensez pas que les procédures qui sont engagées à Genève, ou à la Commission africaine des droits de l'homme, ou ailleurs, que ces procédures-là soient engagées par des avocats venant des barreaux étrangers, sans que nous, du collectif, n'ayons validé la procédure. C'est nous qui validons la procédure. Parce que c'est nous qui avons le timing. C'est nous qui savons où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est une question d'organisation. Je n'ai pas suivi la... La première question portait sur les vices de procédure identifiés par la... Mélie va répondre sur la... Bon, les vices de forme et autres, je demande que cette question soit... Enfin, que l'auteur de la question se réserve, parce que il y en a tellement que nous avons développé
et que le moment venu, on les rendra publics. Pour l'instant, nous ne pouvons pas plaider hors prétoire, n'est-ce pas, de ces vices. C'est une règle déontologique. Nous préférons le jour où il nous sera permis de les développer qu'on le fasse. Mais rassurez-vous, le collectif se prépare à ce qu'à chaque fois, vous ayez un dossier de presse. Avons-nous d'autres questions? Cela dit, avec la permission du collectif, je voudrais vous dire que vous pouvez être sûr d'une chose. Une déculottée sera infligée à l'accusation, je vous promets. Il y a d'autres questions? Oui, Cédric Akono, oui, Journal Kalara. Je voulais être situé au niveau du nombre d'accusés présents dans la salle. Tantôt on nous parle de 88, tantôt on nous parle de 89. À la table de vos propos, nous avons suivi 91. 92. Donc, Bon, disons, il est présent dans la salle. présent dans la salle. Aujourd'hui, Nous avons 92 personnes qui sont concernées par la procédure. Les 92 personnes ne sont pas présentes dans la salle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un certain Kamdem Dibel qui n'a pas été extrait. Donc, il y a des personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal étant libres, n'ayant pas le contact immédiat avec eux. On ne peut pas vous dire si ces personnes étaient présentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux prochaines audiences, évidemment, ces personnes devraient pouvoir être là. Si elles sont notifiées. Alors, moi, je voudrais profiter quand même de l'occasion qui m'est offerte pour dire une chose. Pour dire une chose, parce que nous suivons ici et là des confrères avocats qui font des commentaires sur la procédure ou les procédures qui sont en train de passer. Je dois d'abord, en tant que membre du Conseil de l'ordre, déplorer cette situation. Parce qu'il s'agit là d'une violation d'une règle déontologique. On nous a appris que, et d'ailleurs celui qui s'est exprimé ainsi, un ancien bâtonnier, qui a été mon formateur, il m'a appris, celui-là, que lorsqu'une affaire passe au tribunal, lorsque vous n'êtes pas constitué dans cette affaire, vous n'avez pas le droit de faire de commentaires sur cette affaire. Alors je suis surpris que m'ayant appris cela, qu'il semble avoir oublié la leçon que moi j'ai assimilée. Je voudrais donc rappeler à mon confrère, mon formateur, que les règles déontologiques, à ma connaissance, n'ont pas encore changé et qu'il serait important pour la vocature que nous représentons que les mêmes règles qu'il nous a enseignées, qu'il se les applique à lui-même. C'est ce que je voulais dire. Je dois ajouter que il s'agit là d'une tentative de détourner l'opinion publique des questions essentielles, alors que le collectif s'emploie à utiliser les armes judiciaires pour défendre ses clients. Alors les personnes qui ne sont pas constituées, qui font des commentaires sur des questions de procédure, qui de surcroît sont des avocats, je souhaite qu'ils se constituent officiellement, même contre nous, et qu'il y ait un débat contradictoire, et que les juridictions se prononcent. Le match ne se joue pas ailleurs. Et des questions comme des questions d'ordre public, nous continuerons à soutenir que ces questions sont des questions d'ordre public, comme la question de compétence. Et les questions d'ordre public ont cet avantage que nous ne pouvons pas nous asseoir ici pour décider que ces questions-là ne vont plus être des questions d'ordre public. Aucune décision de justice ne doit aller construire ou déconstruire l'ordre public qui entoure ces questions. Donc, le moment venu, la défense qui soutient cette thèse va les réitérer. La défense a ses arguments. Si le confrère bâtonnier veut se constituer contre nous, il sera suffisamment appuyé. Et à ce moment, ancien bâtonnier, n'est-ce pas? Si lui, il estime que c'est autre chose qu'il se constitue pour l'État, ou bien qu'il occupe le banc du commissaire du gouvernement,
Et à ce moment-là, il y aura un débat contradictoire. Il apportera, n'est-ce pas, sa science au prétoire contre la nôtre et le tribunal va trancher. Oui. Ben Moukam veut prendre la parole pour dire une petite chose. Son sentiment peut-être sur le dossier, peut-être sur la vie de l'autre. Pas sur le dossier, mais sur l'environnement du procès. Nous avons eu le sentiment que la stratégie du tribunal militaire, c'est d'empêcher le maximum de personnes d'assister au procès. Parce que ce matin, il fallait montrer patte blanche pour entrer dans l'enceinte du tribunal militaire. Bon, nous avons besoin d'un procès public. Nos clients ont été accusés de beaucoup de choses et veulent laver leur honneur en public. C'est pour cela que nous avons lancé un appel au président du tribunal militaire pour qu'elle puisse, la prochaine fois, trouver un lieu ou une salle qui puisse accueillir le maximum de personnes qui veulent effectivement assister au procès. Parce qu'il s'agit d'un procès devant l'opinion. Au-delà du droit, il s'agit d'un procès devant l'opinion. On a sali nos clients et nous demandons que toutes les personnes, les familles, les membres du parti, les observateurs qui veulent participer au procès ne soient pas empêchés de le faire. Et nous comptons sur la presse pour relayer auprès du public notre appel à venir au procès, à venir assister au procès, à venir suivre la vérité. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok. Monsieur Franck Fouquet de Jeune Afrique. Alors, la défense que vous constituez aujourd'hui continue de récuser le tribunal militaire, de récuser la compétence du tribunal militaire dans cette affaire. Pendant ce temps, les contradicteurs du professeur Moïse Kamto continuent de clamer que lui aussi, en son temps, avait engagé des procédures judiciaires contre des civils auprès de ces juridictions, ce qui crée une certaine confusion dans l'esprit de l'opinion publique. Est-ce que vous, homme de droit, vous pouvez aujourd'hui tirer un trait sur cette affaire et éclairer l'opinion sur la question du jugement des civils auprès de la juridiction militaire? La situation est claire. Il n'y a pas de situation plus claire que l'incompétence du tribunal militaire à juger des civils. Voyez-vous, le Cameroun a signé des engagements internationaux, parmi lesquels le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme, pour citer seulement ces deux instruments juridiques internationaux, dont l'un dans son article 14 et l'autre dans son article 7, disent qu'on doit pouvoir être jugé par un tribunal compétent. Et en application de ces dispositions conventionnelles, une jurisprudence abondante. Quand on parle de jurisprudence, on parle de décisions de justice. Des décisions de justice d'instance internationale. Il y a donc des décisions, notamment de la Commission africaine des droits de l'homme, où le Cameroun est parti litigant, dont adversaire, où les Camerounais ont attrait le Cameroun devant la Commission africaine des droits de l'homme. Plusieurs décisions ont été rendues disant que un civil ne peut pas, ne doit pas être jugé par un tribunal militaire. Et l'un de ces instruments, en application d'ailleurs de la charte, c'est les principes, les directives sur le procès équitable en Afrique, est encore plus clair sur ce point. Si on laisse les instruments juridiques internationaux et qu'on revient maintenant au Cameroun, on examine la jurisprudence de la Cour suprême, plusieurs décisions de la Cour suprême du Cameroun disent exactement la même chose. Un civil, vous et moi, si on est civil, on ne peut pas être jugé par un tribunal militaire. Le code de justice militaire, lui-même, dans plusieurs de ses dispositions, indique de manière claire, par exemple s'agissant du juge d'instruction ou du juge de jugement, qu'il ne peut pas juger
quelqu'un qui est au-dessus de son grade. On parle de grade de militaire. Aucun de nos clients n'est militaire. Par ailleurs, d'autres dispositions de ce même code renvoient toujours à la justice militaire. Je pense par exemple à l'article 13 du Code de justice militaire qui évoque le fait que le ministre de la Défense est le patron de la justice militaire. Or, vous ne pouvez pas être un non-militaire et avoir pour, j'allais dire, et relever de la justice militaire. Lorsqu'on parle des instruments juridiques internationaux, on se pose la question de savoir pourquoi les avocats du collectif insistent tant sur ces instruments juridiques internationaux et pourquoi on dit que c'est applicable au Cameroun. Parce que notre loi, la loi fondamentale du Cameroun, la constitution du Cameroun, en son article 45, dit de manière claire que les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun ont une valeur supérieure aux lois internes. Autrement dit, lorsqu'une loi interne est contraire à un traité international, la loi interne doit être écartée. Ce n'est pas le collectif qui le dit, c'est l'article 45 qui le dit. L'article 45 est appuyé par l'article 2 du Code pénal, qui dit exactement la même chose. Mais là, on est en matière pénale, c'est encore plus spécifique. Qui dit que les conventions, la loi pénale cède devant les conventions internationales. Et pour réceptionner ces différentes dispositions légales, la Cour suprême du Cameroun, pour la première fois, a tranché la question en disant que lorsqu'un juge est en présence d'une convention internationale, d'un traité international, confronté à une loi interne, laquelle loi interne contrarie le traité international, le juge doit écarter cette loi interne. C'est l'arrêt de juillet 2010 affaire au Maïs Kassim. Je parlais tout à l'heure d'un ancien bâtonnier. C'est lui qui était dans ce dossier. Il a gagné cette affaire. C'est lui qui était dans ce dossier. Vous comprenez notre étonnement qu'on puisse dire, soutenir que désormais, par exemple, qu'un civil peut être jugé par un militaire, alors que les conventions internationales l'interdisent formellement. Donc, ce n'est pas pour autant que parce que moi, justiciable, je dépose une plainte au tribunal militaire contre les civils, que je valide la compétence du tribunal militaire. Le plaignant n'est pas le juge de la compétence du tribunal militaire. Il appartient au tribunal militaire de vérifier sa compétence et d'écarter la plainte qui aurait été déposée par ceux qui l'ont déposée. Donc vous ne pouvez pas reprocher à un citoyen, vous pouvez me déposer une plainte contre nous, je peux déposer une plainte contre vous, mais celui qui reçoit la plainte doit vérifier sa compétence. S'il n'est pas compétent, alors il déclarera votre plainte irrecevable. Donc ce n'est pas à vous ou à moi de dire que parce que vous avez déposé une plainte devant tel tribunal, ça veut dire que vous validez sa compétence. Non. Nous, avocats, on sait très bien qu'on dépose une foultitude de requêtes, une foultitude de procédures devant 1000 juridictions. Et souvent la résolution reçoit la requête, souvent la résolution déclare la requête qui recevra. Parce que le juge que vous saisissez est le seul à même de s'interroger sur sa compétence, de valider sur sa compétence. Ça vous rappelle quelque chose? On appelle ça la règle de la compétence. Ok. Je dois ajouter quelque chose. Parce qu'il faut déconstruire complètement ce discours qui est en train de naître, n'est-ce pas, au sein de l'opinion publique, et venant de certaines personnes qui ne sont même pas proches du dossier. Alors, sur le plan théorique, comment les instruments juridiques ratifiés par le Cameroun ou par un pays intègrent l'ordre juridique interne? Il y a des États qui ratifient des traités, n'est-ce pas, en émettant des réserves. D'autres pas. Et la règle en droit international,
c'est pacta sunt servanda. Lorsque tu as ratifié un traité sans réserve, tu te soumets. Toutes les directives qui sont prises en application de ce traité s'imposent à cet État ainsi qu'à ses nationaux, ce sont les bénéficiaires des dispositions du traité. Alors nous avons procédé à des vérifications pour voir si le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Cameroun avait fait l'objet des réserves. Le Cameroun a ratifié sans réserve. La charte africaine également a été ratifiée sans réserve. Alors si nous avons des fonctionnaires qui partent déposer les instruments de ratification sans y apporter de réserve, est-ce que la faute revient au collectif de la défense de M. Kamto? Je dis non, c'est pas ça. Alors, le Cameroun ne peut pas accepter un traité en certaines dispositions en écartant d'autres. Aujourd'hui, nous parlons de l'impossibilité des juridictions militaires à juger des civils. Ça résulte des textes que nous invoquons, mais nous avons découvert de la jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun datant de 1972, 72 et 62, qui posait déjà le principe. Je ne sais pas quelle science ou bien dans quel cabinet on peut cultiver un autre esprit qui est celui de la logique juridique. Que la Cour suprême depuis 61, n'est-ce pas, posait déjà des principes à l'occasion des infractions précises, réitère en 72, et qu'une loi, parce que la loi qui crée la loi de procédure actuellement applicable devant le tribunal militaire, c'est le Code de justice militaire de 2017. Qu'en 2017, l'Assemblée nationale du Cameroun prenne un texte pour contrarier, n'est-ce pas, des textes, c'est-à-dire une pratique ou bien des droits que des citoyens camerounais auraient déjà acquis, et prennent un texte pour dire que non, les civils peuvent aller devant le tribunal militaire. Alors, Maître Sow vous l'a dit, le principe est clair, la Constitution règle le problème. La Constitution règle le problème. On dit que lorsque un texte est contraire à une norme internationale qui lui est supérieure, n'est-ce pas, le texte interne doit être mis à l'écart pour qu'on applique la norme internationale. Voilà tout. Voilà toute la construction que la défense fait de l'impossibilité du tribunal militaire à juger les civils. Maintenant que si on force et que nous nous retrouvons dans un cas d'excès de pouvoir, la défense sait également ce qu'elle a à faire. D'ailleurs, il faut préciser d'ailleurs que ce n'est pas la première fois devant les juridictions camerounaises qu'on écarte les lois internes pour appliquer les normes internationales. J'ai des femmes dans le collectif et savent ce qu'on appelle le protocole de Maputo, le CEDEF, qui est ce protocole qui, pour certains, sont d'ailleurs des recommandations. Parmi les juges qui rejettent ou alors qui écartent ou alors qui remettent en cause ou veulent valider la compétence du tribunal militaire, ou les personnes qui veulent valider la compétence du tribunal militaire, parmi eux, ils sont nombreux qui appliquent le CEDEF, notamment en matière matrimoniale. C'est-à-dire, le CEDEF promeut l'égalité entre l'homme et la femme. Sans discrimination. Sans discrimination. Ça veut dire que la femme a les mêmes pouvoirs que le mari. Notre code civil ne le dit pas. Je prends par exemple l'article 1421 du code civil, qui dit que le mari peut vendre, hypothéquer tous les biens sans le concours de sa femme. Désormais au Cameroun, vous ne pouvez pas vendre un bien immobilier qui fait partie du patrimoine conjugal sans que la femme l'ait signé. De toute façon, si vous voulez l'hypothéquer devant une banque, la banque ne vous donnera jamais le crédit si la femme ne signe pas. Parce que la femme est au même pied d'égalité. Or, l'article 1421 du Code civil n'est pas abrogé. Il n'est pas du tout abrogé. Donc, le juge l'écarte pour appliquer le CEDEF. Autre exemple. La Convention sur les droits de l'enfant. Convention internationale sur les droits de l'enfant. Notre Code civil dit que lorsque un enfant est légitime, il a plus de droits qu'un enfant naturel. C'est-à-dire si
le géniteur ou la maman de cet enfant meurt, que ces enfants doivent hériter, si un est légitime, l'autre naturel, l'enfant naturel a droit à moins de biens, à la moitié de ce que l'enfant légitime devrait avoir. Donc, la Convention sur le droit de l'enfant, je crois de 89 dit que un enfant a exactement les mêmes droits qu'un autre, fut-il adultérin, naturel, né de la violence, incestueux, il a exactement les mêmes droits. Et lorsque le juge applique les règles en matière successorale s'agissant des enfants, il n'applique pas le code civil. Il applique la Convention sur les droits de l'enfant. Ils disent que vous avez exactement les mêmes droits. Mais pourquoi donc devons-nous nous étonner de ce que nous demandons qu'on applique les mêmes règles internationales que le Cameroun a ratifiées, qui sont appliquées en matière de régime matrimonial pour les femmes, qui sont appliquées en matière de droits de l'enfant pour la Convention sur les droits de l'enfant, et on refuse d'appliquer l'incompétence du tribunal militaire à juger des civils dans des conventions, des traités que le Cameroun a ratifiés. Ça ne vous étonne pas? Oui, je voudrais... il a posé une question insidieuse, le journaliste. Parce qu'il y a une idée saugrenue qui fait son chemin dans l'opinion, selon laquelle c'est après les émeutes de 2008 que le professeur Kamto, alors ministre délégué à la justice, aurait introduit dans le code de justice militaire le jugement des civils devant les tribunaux militaires. Il a posé la question. Nous devons le dire fermement. C'est faux. Avant que le professeur Kamto ne devienne ministre délégué en 2004, le code de justice militaire existait. Et les civils comparaissaient à l'époque devant le tribunal militaire. Donc, ce n'est donc pas le professeur Kamto qui a introduit cette disposition dans le code de justice militaire. Bien plus, le professeur Kamto part du gouvernement, il sort du gouvernement en 2011. Et le code de justice militaire qui est en vigueur à ce jour date de 2017. Vous voyez, il n'a en rien contribué à faire juger les civils devant les tribunaux militaires comme nos détracteurs veulent le faire croire. C'est un mensonge comme le pouvoir sait en faire fabriquer. C'est ce que je voulais dire. Et en plus, nous avons retrouvé une décision du tribunal d'instance de Ngaoundéré qui condamnait quelqu'un au correctionnel en appliquant le CEDEF pour mariage forcé. Si au tribunal d'instance de Ngaoundéré, on applique une convention internationale qui ne contient que des recommandations pour condamner quelqu'un pénalement, combien de fois un traité contraignant, que nous justifions, appuyer des décisions de justice contre l'État du Cameroun et appuyer des décisions rendues par la Cour suprême du Cameroun. Je propose qu'on prenne une dernière éventuelle question, parce que j'ai vu un média qui vient d'arriver là. Canal 2 n'a pas de questions? Non, on peut clore notre conférence. D'accord, je voudrais remercier le collectif et ajouter à ce que le coordonnateur du collectif a dit tout à l'heure, l'appréciation que le porte-parole reçoit, y compris des familles, des proches que vous défendez. Parce que quand vous rentrez chez vous à 2h, 3h du matin et qu'ils en sont informés, eux qui sont parfois des centaines de kilomètres d'ici, ça leur fait chaud au cœur. Et à titre personnel, le collectif est aussi un des motifs pour lesquels nous, dans les équipes de communication, se montrent pugnaces et on ne laisse rien tomber. Donc je remercie aussi les hommes de médias qui sont venus nombreux et les dames de médias qui sont venus nombreux. J'espère qu'on réitérera cet exercice à l'occasion, si cela est nécessaire, peut-être le 8 octobre. Le collectif appréciera. Je vous remercie. Merci.